Sur la télévision Futur Média. À mes côtés, Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir Chérif. Barkaba, bonsoir. Bonsoir Chérif. Journaliste, analyste politique. Avec vous, nous allons survoler l'actualité politique. La dernière, c'est le ralliement de Khalifa Sall à Idi 2019. Khalifa Sall qui s'est exprimé par voie épice tolère. On va en parler tout à l'heure. L'actualité politique également, c'est l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade hier à la permanence Omar Lamine Badji. Wade a agité vigoureusement le chiffon rouge avec un discours guerrier qui frise l'insurrectionnel. Quelle influence sur la campagne et le vote? On va en parler également dans Soir de campagne. Dans un tel contexte, avons-nous des raisons de s'inquiéter sur la sécurisation du vote, en particulier la sécurité des personnes et des biens de façon générale? Vous le percevez, ce sentiment d'insécurité bien avant même les élections. Nous ferons le point avec notre correspondant dans la banlieue de Dakar, Salif Sow. La sécurité, c'est le thème de ce soir, vous l'aurez compris. Quel est le programme des candidats dans ce domaine régalien? La mission de ce soir est supervisée par un ancien gouverneur du Palais en sécurité, coordonnateur de la sécurité pour le sommet de l'OCI, Général Mansour Niang, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence, mon général. Mais d'abord, l'actualité politique, Souleymane Niang. L'actualité politique, c'est une formidable accélération des événements au cours de la journée avec une dernière information, le ralliement de Khalifa Ababakar Sall au candidat Idrissa Seck de la coalition Idi 2019. Forte signification politique, bien évidemment, puisque Khalifa Sall pèse du poids que nous savons dans l'échiquier politique, forte signification symbolique, parce que, à défaut d'avoir une communauté de destin avec Idrissa Seck, ça l'avenir nous le dira, il y a quand même une communauté de passé, ils sont tous les deux passés par la case prison, et il ne nous a pas échappé que Idrissa Seck est celui qui s'est le plus engagé en termes de, comment dire, promesse de libérer Khalifa Ababakar Sall s'il devait être élu. Donc, ce sont des éléments à prendre en ligne de compte, parce que la politique, ce ne sont pas que des chiffres, ce n'est pas que le cerveau, c'est aussi le cœur, c'est l'affectif, c'est l'émotion. Et aujourd'hui, je pense qu'il se passe des choses extrêmement importantes qui vont avoir aussi un effet domino. Vous vous êtes rendu compte que depuis qu'on a annoncé cette nouvelle, il y a un peu moins de 2 heures de temps, d'autres nouvelles se sont donc révélées en termes de confirmation de ralliement, en termes d'annonce de début de campagne parmi les lieutenants de Khalifa Ababakar Sall. Des choses vraiment intéressantes, sans compter maintenant Abdoulaye Wade qui est également sur le terrain et d'autres ralliements qui vont s'annoncer dans les prochaines heures. Les lieutenants de Khalifa Sall, dont Barthélémy Diaz, qui a lui aussi annoncé sur sa page Facebook qu'il va commencer sa campagne lundi prochain en faveur d'Idrissa Seck. Cheikh Bamba Dièye également, on l'apprend également sur Facebook, il va soutenir la coalition Idi 2019. Il y a une belle machine électorale qui se confectionne, Barkaba. Absolument, Chérif. Si on était en sport, pour Idrissa Seck, on parlerait de remontada spectaculaire. Et si on était en psychologie, on parlerait de résilience. Parce que voilà un individu, un homme politique qui vient de très très loin. Les coups les plus durs que Macky Sall a portés contre ses adversaires, parce que ces deux héritiers de Maître Wade qui se sont livrés une bataille féroce pour s'imposer, il les a d'abord portés contre Idrissa Seck. Il l'avait identifié très clairement comme une menace pour lui. Et Macky Sall avait fini par décapiter presque l'essentiel de l'état-major politique d'Idrissa Seck. On peut donner beaucoup de noms de lieutenants historiques. Oumar Sarr, Omar Gueye, Pape Diouf, Nafissatou Cissé, Thierno Bocoum qui avait fini par quitter, qui n'a pas été démantelé, mais qui l'avait quitté, etc. Tchongane, etc. Et qui est revenu. Qui est revenu. Idrissa Seck a tellement traversé le désert politiquement qu'il a été obligé de s'allier avec Talla Sylla pour lui offrir la mairie de Thiès. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu un déclic chez lui où il a compris que pour pouvoir se recrédibiliser comme homme politique majeur, il était obligé de nouer des alliances. Et ce Idrissa Seck qu'on n'avait jamais connu sage ou bien très compréhensif vis-à-vis des autres, a commencé
par muer, pour se métamorphoser en homme politique moins arrogant, moins suffisant. Et il a très tôt compris aussi qu'il devait nouer une alliance avec Khalifa Sall. Il allait très loin dans son soutien à Khalifa Sall. N'oublions pas qu'il a accepté de s'asseoir sur son ego et accepter que Khalifa Sall conduise la liste Manko Taxawu Sénégal. Idrissa Seck s'est même permis d'écrire au Conseil constitutionnel pour leur dire qu'il n'était pas d'accord avec l'invalidation de Khalifa Sall. Donc il a fait une drague assidue à ses leaders. Qui a fini par payer. Qui a fini par payer. Maintenant, qu'est-ce que cela représente électoralement? On ne peut pas lire dans le marque de café, mais je veux dire, c'est une très belle remontada, et surtout contre un autre candidat qui jusque-là faisait la course médiatique en tête, Ousmane Sonko. Il lui prend des parts de marché médiatique. Et si on était toujours pour filer la métaphore sportive, vous connaissez la technique des coureurs kenyans. Généralement, ils utilisent ce qu'on appelle un lièvre. Lui, il est là pour faire la course, un peu amuser la galerie, mais au dernier sprint, au dernier tournant, il y a un athlète qui sort et qui coiffe tout le monde au poteau. Je ne sais pas si électoralement ce que cela va donner, mais symboliquement, quand même, c'est une très belle remontée pour Idrissa Seck. Et l'autre élément également, Khalifa Sall est le premier candidat, en tout cas, qui va retrouver Idrissa Seck et qui a réussi le parrainage. Ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut analyser. On va en parler tout à l'heure. Général Mansour Niang, des campagnes électorales, vous en avez vu d'autres. Est-ce qu'il y a un fait qui vous interpelle dans celle-ci? Merci, Chérif. Bonsoir, chers amis que nous regardez depuis vos foyers. Alors, moi, je pense que cette élection 2019 a la particularité d'être très médiatisée. Vous savez, de plus en plus, les médias prennent une dimension exponentielle. Et donc, ce qui va avec la dimension des élections. C'est une bonne chose pour le Sénégal. Le problème de la sécurité au niveau de cette campagne, et je pense qu'on l'a vu dans un document, que les forces de défense, les forces de sécurité, se sont donc puissamment organisées pour assurer une totale sécurité dans les bureaux de vote. Si je prends un exemple, la gendarmerie, j'ai entendu dire que la gendarmerie va mettre en place 5000 hommes. Moi, quand j'ai été le patron du détachement de l'armée qui a couvert les élections dans les années 70 à Nioro, on était quelque chose comme une 150aine. Vous comprenez? Et c'était l'armée. À l'époque, la gendarmerie toute entière ne faisait pas 5000 hommes. C'est pour dire qu'entre ces deux étapes, les forces de sécurité quand même ont multiplié peut-être par 10 leur potentiel, leurs moyens. Et ça, c'est extrêmement important pour avoir une couverture sécuritaire parce qu'il faut beaucoup de monde. Parce que les bureaux de vote sont dispersés partout dans le territoire national. Et un bureau de vote est très sensible. Donc il faut lui assurer une sécurité permanente et réelle. Et pour ce faire, il y a bien sûr la police, il y a la gendarmerie, mais aussi il y a l'armée. J'ai reçu une question de Facebook qui demande si est-ce que c'est prudent d'impliquer l'armée alors qu'il y a l'insécurité. C'est Demba Keïta qui nous pose cette question sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez répondre directement, Général. Oui. Les forces armées sont bien équipées et prévoient justement cette alternative. On le met dans le dispositif des élections que certainement les unités physiquement capables d'appuyer les gendarmes. Mais les forces opérationnelles d'intervention restent tout le temps à la disposition du chef d'état-major général qui peut les utiliser et les faire intervenir en cas de besoin. Donc je pense que sur le plan de la sécurité, il faut croire que pour ces élections-là, il y aura une bonne couverture. Parce que aussi bien en moyens matériels qu'en effectifs, les forces de sécurité ont été
vraiment bien renforcé, outillé, bien formé. Depuis ces dernières années. On va revenir sur tout cela, mais on va rester un tout petit peu quand même sur l'actualité politique. Souleymane Niang, le général le disait, ces élections sont beaucoup plus médiatisées. Sur le terrain médiatique également, ça fait 3 jours qu'on ne parle plus de Benno Bokk Yakaar depuis l'arrivée de Wade. Est-ce que là également, ils n'ont pas un retard à ce niveau? Certainement, si on fait les comptes, évidemment, et si on analyse le contenu médiatique, l'opposition est en train de prendre une longueur d'avance qui est naturelle aussi, parce qu'au plan numérique, il y a plus de candidats de l'opposition que qui sont en face du président sortant. Mais le président Abdoulaye Wade, justement, a cherché à cannibaliser un tout petit peu, à phagocyter l'espace médiatique, et ça fait partie justement du combat qu'il mène contre le président Macky Sall. C'est de l'occulter, c'est de le sortir des radars des médias, et c'est de complètement annihiler les effets de ces mobilisations, même si par ailleurs l'autre camp se défend très bien en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant la télévision nationale, oui, en utilisant le quotidien national qu'est Le Soleil, qui consacre sa une depuis le début de la campagne au président Macky Sall. Mais évidemment, le poids n'est pas le même. Donc il y a un combat aussi qui se mène dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est régulé, qui est encadré dans une certaine mesure, mais en dehors de cette mesure-là, chacun traite selon ses priorités. Et pour nous, la priorité, c'est l'actualité. C'est l'actualité la plus forte. Et il faut reconnaître que depuis quelques jours, l'actualité la plus forte nous est fournie par l'arrivée, les déclarations d'abord, l'arrivée du président Abdoulaye Wade, et ensuite les annonces nombreuses qui se succèdent depuis quelques heures de ralliement à tel ou tel candidat de l'opposition. Il faut, de ce point de vue, que le camp présidentiel réagisse, et réagisse bien, pour reconquérir les parts d'audience et les parts médiatiques qui sont également un élément important du combat qui est mené pour l'élection présidentielle. Oui, même si on l'a vu dans l'intérieur du pays, il mobilise. On l'a vu à Matam, on l'a vu à Tambacounda également. Barkaba, tout de même, Maître Abdoulaye Wade n'est pas un fantassin politique, et il l'a encore démontré. Oui, Abdoulaye Wade, je pense que s'il n'existait pas, on l'aurait inventé. Il est totalement atypique. C'est un personnage hors norme, hors du commun, et rien de ce qu'il a fait jusque-là n'a été ordinaire. Et donc son arrivée tonitruante d'hier, avec des déclarations qui flirtent avec l'extrême limite de la légalité de l'insurrection, de l'appel à l'insurrection, font partie intégrante de la panoplie du personnage. Et je pense que le cas d'en face est un peu gêné aux entournures, parce que par quel bout prendre Wade, qui de facto a une sorte d'immunité que lui confère non pas son statut d'ancien président, mais son statut de doyen d'âge de la République du Sénégal, qui fait que les gens ont un peu toujours du mal à lui répondre, et aussi à ne pas le poursuivre dans sa provocation. Parce que très clairement, certains des ex qu'il a... C'est de la provocation. C'est une stratégie du bluff. Abdoulaye Wade a théorisé pendant très longtemps ce qu'il a appelé la stratégie du bord du gouffre, qui consiste en résumé à faire monter la tension au maximum et essayer de voir si l'adversaire peut aller avec lui jusqu'à cet extrême. C'est une part de bluff, mais qui peut toujours mal tourner. Dans l'histoire politique du pays, on a connu en 88 déjà l'histoire des voitures piégées. En 93, ça a abouti à l'assassinat d'un juge. En 94, on a eu 6 policiers qui ont été froidement massacrés. Et en 2012, ça nous a valu presque 15 morts. Et il y a une ironie de l'histoire aujourd'hui quand on flirte avec la violence. Pour la petite anecdote, vous me permettrez très rapidement de raconter une petite anecdote qui m'avait interpellé pour parler de cette violence et de l'insécurité. Pour moi, il y a eu un tournant en 2011 avec l'agression de Barthélémy Diaz. Avec l'incident qui avait impliqué Barthélémy Diaz, la fusillade de Sacré-Cœur. J'étais à l'époque directeur de l'information. Le patron de cette maison s'appelait Youssou Ndour. Il était dans le camp de l'opposition.
cet incident allait contre le fait, allait à l'encontre des intérêts de Youssou Ndour. Mais j'ai décidé en toute souveraineté de diffuser cet élément qui a été capital dans la suite des événements. Parce qu'il fallait témoigner et il fallait pas... on était gênés aux entournures. Il a fallu peser le pour et le contre. Mais il était inconcevable qu'une telle image ne passe pas. Alors qu'à l'époque, les gens pensaient que nous, on roulait pour l'opposition. Oui. C'était pour mettre un terme aux dérives et mettre tout le monde devant ses responsabilités. Aujourd'hui, vous voyez par une ironie de l'histoire, Barthélémy Diaz redevient l'allié objectif d'Abdoulaye Wade. Cela pour dire quoi? On ne doit pas laisser les politiciens brûler le pays. Qu'ils s'appellent Macky Sall, Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko, il y a quelque chose qui transcende les clivages partisans, c'est qu'on respecte la stabilité du pays et des institutions. Oui, le général Niang, je ne vais pas vous demander de commenter l'actualité politique, votre devoir de réserve ne vous le permet pas, mais quand vous voyez quand même des déclarations, allez, on peut le dire, un peu incendiaires à ce niveau, à quelques jours de l'élection, tout cela ne joue pas en faveur de la sécurité, de la stabilité du pays. Chérif. Oui. Marc a très bien analysé la situation. Oui. Bon, c'est analyser la situation sécuritaire. La question sécuritaire, pas de problème. Est-ce que ça entraîne un problème de sécurité? Est-ce que je peux répondre? Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Le Sénégal, en tout cas, est notre pays à nous tous. Nous avons besoin qu'il soit stable. Nous avons besoin, n'est-ce pas, vraiment de nous retrouver après les élections. Donc je conseille en tout cas à tous les acteurs politiques beaucoup de sérénité, beaucoup de maturité et beaucoup de patriotisme. Parce que c'est absolument important pour comprendre que demain, nous tous, nous allons nous retrouver avec le même Sénégal, avec les mêmes personnes. Qui est président, tout le monde sera derrière lui, qui qu'il soit. Et donc, dès lors, il faut tout de suite essayer de calmer le jeu, de ne pas surtout brûler les urnes, oui. Laisser les élections se dérouler. Brûler les urnes, brûler les bulletins et casser les urnes. Et voilà, laisser les élections se dérouler. En tout cas, les forces de sécurité qu'il y a aujourd'hui sont présentes, vont être présentes partout. Et je pense qu'il sera très difficile de les ignorer. Les contourner. Brûler les urnes, les bulletins, pardon, casser les urnes. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la sécurisation du vote, Souleymane Niang? Je pense que la sécurité du vote sera garantie par les forces de l'ordre. La question ne se pose pas. En revanche, je suis impressionné par cet homme d'âge canonique qui déclame le bréviaire de l'incendiaire à des jeunes qui, si vous avez suivi les réactions, ne sont pas très réceptifs au message. Et ça, c'est très rassurant. Quand j'entends les réactions des imams qui ont été interviewés, des acteurs de la société civile, quand vous écoutez les micro-trottoirs, les jeunes, pour l'instant, n'adhèrent pas. Évidemment, cela ne veut pas dire que ça engage tous les jeunes. Un petit nombre de personnes extrêmement déterminées peuvent avoir un impact beaucoup plus important que la majorité silencieuse, évidemment. Mais je suis rassuré par la réponse. En revanche, je suis un peu inquiet par rapport à une certaine forme de complaisance qu'on sent dans des instances qui, habituellement, dans des circonstances pareilles, s'autosaisissaient et élevaient une voix un peu plus audible que maintenant. Et il faut que ces mécanismes-là, qui sont des ressorts culturels, des ressorts sociologiques, qui sont des ressorts religieux, s'expriment, se manifestent et tracent une ligne rouge. Oui. N'importe quelle autre personne que Maître Abdoulaye Wade, qui aurait proféré ces propos-là, se serait retrouvé devant le procureur. Priorité au directeur. Mais il faut vraiment que ces choses-là soient prises en compte dans l'analyse et surtout que le président Abdoulaye Wade revienne à de meilleurs sentiments. Et il faut le dire en tout cas pour l'instant. Il faut le dire très clairement. Tout à fait. Et jusque-là, quand même, on va relativiser tout ça. Tout se passe relativement dans le calme et la paix. La sécurité, on en parle dans un instant dans Allons au fond avec Souleymane Niang. Priorité au direct. Nous sommes en ligne avec Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue de Dakar. Bonsoir Salif. Bonsoir Chérif.
Merci d'être avec nous ce soir dans Soir de campagne. On a vu récemment, Salif, les riverains des alentours de l'Arène nationale se plaindre de l'insécurité, notamment avec cette nouvelle forme d'agression appelée semoule. Quel est le degré d'insécurité quel est le degré d'insécurité dans la banlieue de Dakar? Important, chéri, degré considérable. Précisément, comme vous venez de dire, sont des mouvements formés par les agresseurs difficiles à contenir. Les forces de l'ordre, alors, peinent à les contenir sur leur passage. Ils dépouillent les passagers sans manquer parfois de blesser grièvement leurs victimes. Se sentant laissés à eux-mêmes, les riverains de l'Arène nationale ont créé des comités de vigilance en gilets jaunes, armés de gourdins. Ils sécurisent le quartier. Chéri Diop, je rappelle que le ministre des Sports, Matarba, avait promis l'installation d'un poste de police au sein même de l'Arène nationale, ce qui n'est pas toujours là, chéri Diop. Salif Sow, le candidat Issa Sall a débuté sa campagne dans la banlieue de Dakar. Il a promis de mieux prendre en compte la question sécuritaire. Est-ce que la campagne nourrit la violence dans la banlieue ou bien RAS, rien à signaler pour le moment? RAS, rien à signaler pour le moment. Croisons les doigts et prions pour que en soit ainsi pour le reste. Une campagne électorale civilisée sans incident. Cependant, 4 des 5 candidats seront en banlieue de Dakar. Ils sont attendus ici entre le 19 et le 22. Merci beaucoup Salif Sow, correspondant de la télévision Futur Média dans la banlieue de Dakar. Le sujet est campé, la question sécuritaire. On en parle tout de suite dans Allons au fond. Souleymane Niang, les questions sécuritaires, les candidats rivalisent d'originalité, on peut le dire, concernant ce domaine régalien. Comme le dit le candidat Idriss Seck dans son programme, la première fonction de l'État est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Les candidats ne s'y sont pas trompés, qui ont mis la sécurité au cœur de leurs préoccupations et au cœur de leur programme. Chacun d'entre eux en a fait un axe essentiel de son programme. Le président Macky Sall, c'est l'axe 3. Du PSE, dont la phase 2 entre en vigueur à partir de 2019. Et dans cette phase 2 du PSE, il y a évidemment des aspects sécuritaires, des nouveaux projets et des projets anciens d'équipement, de renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. Voilà pour le président Macky Sall. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Idrissa Seck également en a fait un axe stratégique de son programme à côté de l'économie et de la gouvernance. Lui aussi fait des propositions et a une doctrine très solide sur les questions de sécurité. Je cite notamment un passage de son programme. En substance, il dit il n'y a pas de diplomatie dans le concert des nations sans une armée forte et il n'y a pas d'armée forte sans équipement et des hommes bien formés. C'est ça sa doctrine en la matière. Professeur Issa Sall également fait des propositions très fortes sur la question de la sécurité. Nous y reviendrons un peu plus tard. Dans son programme Jotna, que nous venons de recevoir, que nous avons enfin. de Ousmane Sonko, les questions de sécurité sont également très centrales. Il fait des propositions communes, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui se recoupent entre les différents candidats et leur programme, et des propositions très originales, on les verra tout à l'heure. Et enfin, Jam Aktrewel de Madické Niang, vous allez voir également qu'il a une conception assez différente des autres, notamment en ce qui concerne la question du terrorisme, puisque lui considère, contrairement aux autres, qu'il y a une exagération du péril terroriste islamiste. Et selon lui, l'État sénégalais le fait exprès pour entrer dans les bonnes grâces de la communauté internationale et qu'il n'y a pas véritablement péril en la demeure dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays musulman, islamique, et qui est donc
bénéficient d'une certaine protection, d'une certaine immunité par rapport aux périls islamistes. Pour autant, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. On va en parler tout à l'heure, Général. Mais d'abord, Ousmane Sonko, nous avons enfin son programme, Souleymane. Et il propose une loi d'orientation sur la sécurité intérieure qu'il appelle l'OSI et sur la délinquance juvénile. Il y a également une stratégie nationale de défense et de sécurité qui est annoncée dans son programme. Voilà pour ce qui est de l'encadrement un peu légal et stratégique de sa stratégie, disons. Ensuite, il propose comme vraiment élément de différenciation un bouclier de sécurité et de défense nationale. Et c'est un système de défense des frontières maritimes. Ce qu'il annonce, c'est beaucoup de moyens. Il cite des corvettes pour la marine pour protéger nos ressources halieutiques et nos ressources naturelles. Vous verrez que c'est une proposition qui revient beaucoup chez les autres candidats. Le renforcement donc des moyens de la marine, la négociation de la restitution des bases. Alors quelque chose de très frappant, il parle de bases militaires sans les qualifier. On ne parle pas de base française ou d'une autre nationalité, il parle seulement de négociation de restitution des bases militaires, sous-entendu bien naturellement des bases militaires françaises. Et la mise en place d'un comité de défense et de sécurité entre le Sénégal et les pays limitrophes, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Mali. Oui. C'est les propositions, disons, qui se différencient de ce qu'on a comme base commune, c'est-à-dire le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. Alors, mon général, est-ce qu'il y a un point qui vous interpelle sur les propositions du candidat Ousmane Sonko? Oui, merci Chérif. Moi, je ne voudrais vraiment pas commenter directement les propositions des candidats parce que je pense qu'ils sont tous entourés de conseillers de sécurité assez performants, qui savent bien où ils vont. Je voudrais simplement dire que pour moi, la sécurité commence par une urbanisation saine. Le premier acte de sécurité, c'est l'urbanisation. Des rues bien éclairées, des rues goudronnées avec des trottoirs où les gens marchent, où il n'y a pas d'occupation. C'est une urbanisation simple, claire, et transparente qui permet à tout le monde de voir tout le monde. D'abord, cette urbanisation claire et développée permettra, la deuxième étape, le recul de l'anonymat. Parce que le principal facteur d'insécurité, c'est surtout l'anonymat. Qui est quoi? On voit des personnes dans ce pays, on ne sait pas d'où ils sortent, on les entend parler, on ne sait pas de quelle langue ils parlent, tellement il y a toutes ces personnes, on sait. Moi, je suis impressionné quand le soir, à 19h, je passe au niveau de la case, du carrefour de la case. Quand je vois tout ce monde-là, j'ai des sueurs froides. Vraiment, il y a une insécurité qui est claire et nette. Quand je monte sur Koloban le matin, entre 7h et 8h, que je vois déferler les Ndiagandia, les Tata et machin, et voir tout ce monde-là qui sort dans cet anonymat total, je pense que c'est ce qu'il faut réduire. Oui. On en reviendra, mais ce ne sont que les deux premières étapes, l'urbanisation et le recul de l'anonymat, ce qui conduira, bien sûr, je parlerai du déploiement des forces. Avant d'avancer avec le candidat Madi Kényan, vous voulez rajouter quelque chose, Barka, rapidement? Moi, je me suis permis de sourire tout à l'heure quand Souleymane a évoqué l'optimisme béat de Maître Madi Kényan, qui semble dire que le péril terroriste serait une vue de l'esprit. On va regarder, voilà. On va regarder clairement ce qu'il propose. Très et bien. Après je vous redonne la parole. Souleymane, c'est à vous. Madi Kényan, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Alors, Madi Kényan, c'est la création d'un organe régulier de l'État qui est chargé de trouver une solution consensuelle sur la Casamance, parce que c'est un point qui est revenu aussi dans toutes les analyses, mais c'est l'une des propositions disons, vraiment original par rapport à ce qui est dit dans les autres programmes. C'est la création donc de cet organe régulier
au sein de l'État et non plus des intermédiaires plus ou moins informels qui agissent au nom et pour le compte de l'État sans avoir un statut, même si ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des intermédiaires qui ont eu un statut vraiment légal et pas informel, mais lui, il veut que ce soit un organe structurel régulier. Orienter les actions des forces de défense et de sécurité vers la sécurisation des frontières et la surveillance du territoire, c'est un recentrage qu'il suggère par rapport aux missions. Je pense que le général l'évoquait tout à l'heure. Oui. Les rôles ont changé, la structure des forces de défense et de sécurité a également changé, ce qui change relativement les missions des uns et des autres. À terme, une atteinte des standards internationaux. Madické Niang veut à terme qu'on ait un ratio d'un gendarme pour 500 habitants et d'un policier pour 1000 habitants. Faites le calcul sur une population de 15 à 16 millions de personnes. On se retrouve donc avec 15 000 policiers et 30 000 gendarmes qu'il faut mettre sur le terrain pour avoir un taux de couverture qui soit aux standards internationaux. Je ne parle pas du coût. Oui. De cet investissement. Dans les grandes agglomérations, il veut un poste de police dans chaque quartier. Et enfin, un renforcement du génie militaire, puisque Maître Madické Niang pense que l'armée doit aussi retourner dans sa fonction de développement. Vous vous rappelez le concept armée-nation. Armée-nation, oui. Et évidemment, c'est une proposition qui peut être commentée au regard de l'économie, au regard des entreprises qui sont maintenant dans le BTP, toutes choses que le génie militaire faisait au titre du concept armée-nation dans des zones reculées, mais même dans ces zones-là maintenant, ce sont des entreprises privées qui interviennent, qui réparent les routes, qui fabriquent, qui construisent des ponts, qui construisent des infrastructures importantes et l'armée ne s'occupe plus tellement de ces activités. Sur la question du terrorisme, ces affirmations un peu interpellent, vous le disiez tout à l'heure, Barkaba. Aujourd'hui, sachant que nous sommes dans un environnement instable, prenez la Guinée-Bissau, Mali, Burkina, Niger, sur les référentiels mondiaux de sécurité, les balises sont au rouge, seul le Sénégal est au vert. Comment comprendre une telle affirmation, une telle proposition? Oui, c'est pour ça que sans dénier à Madické Niang d'avoir fait des propositions intéressantes dans son catalogue qui ressemble plus à de bonnes intentions, mais le fait, j'ai interpellé Souleymane tout à l'heure dans sa présentation, de sous-estimer le péril terroriste. La menace interne, terroriste. Quand même, c'est un peu fort de café. Le Sénégal n'est pas immunisé parce qu'il y a des saints qui dorment ici, comme on le dit. Ça, je veux dire, c'est du blabla. Oui. Le Sénégal a déjà fabriqué ses terroristes locaux. On est passé à 2 doigts de la catastrophe avec nos terroristes made in Sénégal. Il y a eu le procès des djihadistes qui a révélé que, plus qu'à la face du monde, alors qu'on s'attendait à une menace qui viendrait du Nord Mali, etc., que nous sommes capables, comme tous les autres pays normaux, de sécréter nous aussi de la violence et des djihadistes très déterminés. Très rapidement. Donc, sur cette question. Je m'étonne un peu que lui, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été quand même une vision un peu simpliste de l'affaire. Qu'il ait une vision un peu simpliste pour dire que le Sénégal est un pays musulman, donc un peu à l'abri. Ça me paraît un peu très réducteur. Rapidement, pour avancer, parce qu'il nous reste un peu de temps, le général Niang, est-ce que la menace est réelle? Il faut la prendre très au sérieux. Moi, je pense qu'on risque de déraper parce que ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui, ce n'est pas tant la question de défense que celle de sécurité que nous ressentons nous tous dans notre quotidien. Qu'est-ce que l'on ressent comme insécurité? On a vu après des séances de lutte ce qui s'est passé, ce sentiment d'insécurité. Salif l'a rappelé tout à l'heure. C'est ça qu'il faut savoir arrêter. Ce qu'il faut arrêter, c'est les cambriolages qui ne sont pas résolus. C'est ça qu'il faut arrêter. Moi, je pense qu'au-delà de l'urbanisme et de l'anonymat, il faut que les forces de sécurité soient déployées sur le terrain. Dans des îlotages qui sont assez serrés, de manière à ce que on ne pose pas, c'est pas normal que dans une ville comme Dakar, dans une capitale comme Dakar, que vous arrivez à un carrefour, vous ne trouvez pas un policier ou un gendarme. Moi, je sais que j'ai eu à comment dirais-je, progresser avec un cortège présidentiel aux États-Unis
pendant plusieurs années. Et jamais on a été, jamais il y a un jalonnement sur le terrain. Par contre, chaque fois que vous arrivez quelque part, vous avez le contact entre l'escorte du président et la sécurité sur le terrain, de manière à ce qu'on a l'impression qu'à tout moment, on est surveillé. Je pense que faut qu'on arrive à ce niveau, que tous les gendarmes, qu'il y ait un plus grand déploiement de force sur le terrain, de manière à rassurer. Et au besoin, je pense que si on n'a pas assez de force, je pense qu'il faudrait penser un jour à utiliser les forces de sécurité privées comme des supplétifs de la sécurité dans le dispositif sécuritaire. On va progresser rapidement. Idrissa Seck maintenant, Souleymane. Qui reste essentiellement sur les questions de défense, même si dans son diagnostic, il fait un état des lieux quand même de la violence urbaine, de l'insécurité dans nos villes avec les vols, les cambriolages, avec des statistiques. 52% des Sénégalais qui ne se sentent pas en sécurité, même si effectivement la source n'est pas dévoilée, mais des cambriolages à des niveaux quand même assez élevés. Mais ces propositions les plus remarquables sont sur les questions de politique de défense, et là-dessus, il annonce une augmentation progressive du budget de la défense. La priorité qui est mise sur le renforcement des capacités opérationnelles et la modernisation de la force de dissuasion. C'est à ce niveau-là que les propositions se situent. Le renforcement des capacités de surveillance de l'espace aérien et maritime pour les mêmes raisons qui ont été évoquées un peu plus tôt, c'est-à-dire la surveillance des frontières, la protection, la défense de l'intégrité territoriale et surtout la surveillance de nos nouvelles ressources découvertes, notamment les ressources pétrolières et gazières. Le développement des capacités de projection, parce qu'effectivement, il l'a évoqué dans sa doctrine sur le rôle diplomatique et militaire nouveau que le Sénégal doit rejouer, selon lui, et accorder une plus haute protection aux soldats sénégalais où qu'ils se trouvent. C'est un point qui lui est cher. Et enfin, la prise en charge optimale des enjeux de sécurité régionale et internationale. Je vous donnerai tout à l'heure la parole, Barkeba. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Maintenant, El Hadj Sall, qu'est-ce qu'il propose? Alors, faire de la paix en Casamance, lui aussi, une priorité. Mettre une brigade de gendarmerie et un poste de police dans chaque commune, et ça rejoint le souci du général d'un déploiement un peu plus optimal, même si les propositions ne sont pas les mêmes. Ici, la question, c'est la faisabilité, bien naturellement, parce que nous comptons quand même 557 communes dans ce pays. Est-il possible d'avoir chaque fois un poste de police ou une brigade de gendarmerie, qui plus est la protection civile, les sapeurs-pompiers, etc. C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est une proposition qui revient dans beaucoup de programmes, c'est-à-dire un maillage le plus fin possible du territoire national avec les forces de sécurité et de défense pour assurer la protection et le bien-être des citoyens où qu'ils se trouvent. Lutter contre la cybercriminalité, c'est l'un des points sur lesquels, j'ai envie de dire. Absolument, le candidat Issa Sall se distingue un tout petit peu, se différencie des autres, même si la question de la cybercriminalité est évoquée par d'autres candidats, mais c'est un point sur lequel il met un accent que les autres n'ont pas mis sur leur proposition. Rappelez qu'il est informaticien. Il est informaticien à la base, et une proposition assez originale que je n'ai pas vue dans les autres programmes, c'est l'instauration d'un service civique ou militaire à partir de 18 ans, c'est-à-dire le service universel. Dès qu'un jeune arrive à cet âge, il est soit incorporé dans l'armée ou il accomplit un service civique sur une certaine durée, même si les détails ne sont pas donnés. Idrissa Seck, El Hadj Issa Sall, on a des propositions concrètes, Barkeba. Oui, moi je voudrais surtout, Chérif, rebondir sur l'histoire du small que vous prononcez mal. Peut-être que vous n'êtes pas banlieusard. Ah si, je suis de Guédiawaye, hein, attention. Moi je suis de l'extrême banlieue, Sicap Mbao, Diamaguène, Diacksao. Donc c'est un phénomène extrêmement dangereux. C'est une nouvelle forme de criminalité qui généralement échappe au radar. Le small consiste à une sorte d'agression en bande organisée et en masse. Et on assiste à ce phénomène malheureusement souvent quand il y a les événements de lutte, surtout les grandes affiches. Alors,
pourquoi c'est très important de mettre l'accent sur ce point-là? Parce que c'est un phénomène qui est en train de ronger la banlieue, ça me préoccupe. C'est une foule qui emporte tout sur son passage. Une foule en furie qui emporte tout sur son passage, sur un très long cortège, en sortant du stade Demba Diop jusqu'aux confins de Sicap Mbao et Diamaguène. Et la plupart des gens qui s'adonnent à ce type d'agression, il faut le dire aussi, malheureusement, on le trouve dans le milieu des charretiers. Les charretiers de banlieue, je ne veux pas les stigmatiser, ils ne sont pas tous des délinquants. On va faire attention à ne pas les stigmatiser, mais quand même, il y a une très forte proportion de gangsters déguisés qui sont mi-charretiers, mi-gangsters. Donc charretier le jour, parce que charretier c'est un métier, on ne va pas dire que les charretiers sont forcément des et il y a même une alliance souterraine que des gangs de jeunes autour de ces banlieues-là ont noué, entre les jeunes de Diamaguène et les jeunes de Grand Yoff, dans un lieu malfamé qui s'appelle Senzala. Je veux dire, c'est des phénomènes qui ont l'air anodins, mais qui peuvent être très dangereux pour la sécurité de ce pays. On va progresser tout de suite avec le candidat Macky Sall, président sortant. Concrètement, quand même, général, sur cette foule qui emporte tout sur son passage, comment faire face à cette nouvelle forme d'agression, concrètement? Non, parce que ça recoupe ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que s'il y avait un déploiement sur le terrain qui fasse que ces personnes-là vont croiser la police, je pense qu'ils ne s'y aventureraient pas. Donc la solution, c'est ce déploiement, cette présence de ces forces d'intervention capables d'avoir le renseignement à l'instant où ça se passe et tout de suite d'intervenir pour que les gens là ne puissent pas bénéficier de leur Oui, merci. L'une des conditions, bien évidemment, c'est que les forces de défense et de sécurité soient disponibles pour cette mission. L'un des candidats l'évoque dans son programme et sous-entend que, je pense que c'est Idrissa Seck qui dit que la police doit être ramenée à sa mission première et non plus une police politique. Donc c'est de redéployer toutes ces forces qui sont affectées à des tâches entre guillemets politiques pour que ces troupes-là, enfin ces effectifs soient au service de la sécurisation urbaine et rurale, bien naturellement, soit la police ou la gendarmerie. Une police politique, selon lui, encore une fois. Bien sûr. Et le candidat Macky Sall, le président sortant, qu'est-ce qu'il propose? Qui est dans une posture de défense d'un bilan, bien naturellement, puisque ses propositions sur la sécurité sont contenues dans le plan Sénégal émergent qui est en train d'être mis en œuvre depuis quand même 5 ans, ce qui fait que beaucoup de réalisations ont été faites, notamment dans 2 programmes, un programme de renforcement des équipements des forces de défense et de sécurité et un programme de renforcement des équipements de la police, ce qui fait que, et de l'armée, pardon, ce qui fait que dans la phase 2 du PSE, c'est une continuation du travail qui a été fait. Il y a de nouveaux projets qui ont été amenés. Vous savez qu'il y a eu des brigades de gendarmerie, des postes de police qui ont été construits et qui ont été inaugurés, qui sont maintenant fonctionnels dans des quartiers, dans des zones semi-rurales, dans des zones rurales. Et c'est cela qui va être continué dans la phase 3 et c'est ce qui est promis. Un programme d'équipement des forces de police et un programme d'équipement des forces de défense, sans compter les investissements pour les sapeurs-pompiers. Une consolidation de la paix définitive dans la région naturelle de la Casamance, ni vainqueur ni vaincu, dit-il, mais des cœurs ouverts sur le chemin de la fraternité retrouvée, comme il le dit dans sa profession. C'est bien écrit, c'est bien écrit en tout cas. Sur la Casamance également, c'est une consolidation, même si l'analyse n'est pas la même. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a quand même un niveau de paix qui est là et qu'il s'agit simplement de consolider et de renforcer. Le renforcement des capacités de défense dans un contexte de montée des périls extrémistes, ici c'est une analyse un peu différente de celle de Madické Niang. Il prend carrément le contre-pied de Madické Niang. Je vais évoquer également un projet qui recoupe des propositions qui ont été faites par d'autres candidats. C'est tous les systèmes de surveillance aérienne, de surveillance des frontières terrestres. Également dans le PSE 2, il y a un programme de ce type. Et puis enfin, un repositionnement stratégique du Sénégal dans le monde, notamment dans la participation à toutes les opérations de paix. C'est une constante dans les projets. Idrissa Seck et Macky Sall, là-dessus,
ont la même vision, c'est-à-dire que le Sénégal doit jouer un rôle très important dans la sous-région et à l'international à travers notamment les opérations de paix. Merci beaucoup Souleymane pour ce travail de fourmi que vous abattez tous les soirs sur la télévision. Futurs Médias, fort de tout ça mon général, nous allons bientôt finir. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre sur la table comme une proposition pour vraiment éradiquer l'insécurité au Sénégal? Oui, j'étais en train d'en parler. Je crois qu'on minimise un peu l'importance de l'urbanisation dans la sécurité. Je me souviens, dans les années 78, on a le rapport Perfit sur la violence en France. C'est ce rapport qui est extrêmement important, qui a généré beaucoup de solutions dans la gestion de l'insécurité. Il faut que, que les mesures que nous prenons pour la sécurité visent à protéger les Sénégalais, l'individu, avec ses biens. On a réussi à faire beaucoup pour les forces. Dans ça, tout le monde s'accorde à le dire. Le problème de la Casamance, avec le pont qui existe aujourd'hui, nous qui avons fait le COSC dans les années 70, on a la chair de poule de voir qu'on passe sur le pont de Farafenni et on n'attend pas le bac pendant 6 heures de temps, toute une journée. C'est absolument important dans la sécurisation de la Casamance. Aujourd'hui, les Casamancés qui étaient coupés du Sénégal, je pense qu'il y a un cordon ombilical qui vient de s'installer. Et c'est dans cette région du Sud, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je pense, Chérif, que la sécurité du citoyen, c'est la présence policière dans la rue, c'est l'îlotage, c'est la capacité à réagir dans le vif immédiatement quand des incidents se produisent, quand des forces anonymes et je crois que ça, là aussi l'anonymat, il faudrait tout le temps en parler, c'est absolument important, c'est un facteur très important d'insécurité. Si on ne maîtrise pas la population, on ne peut pas maîtriser la sécurité. Oui. Et pour maîtriser la population, il faut du personnel dehors, à tous les niveaux, avec des moyens, des capacités d'information. Et je dis, au besoin, mettre sur le terrain des unités, des forces de sécurité privées, voir le lien qu'il pourrait y avoir entre les forces privées et les forces régaliennes pour renforcer l'îlotage et avoir le policier beaucoup plus proche de la population. Merci beaucoup, mon général Mansour Niang. Nous sommes rattrapés par le temps. Barkaba, très rapidement, si j'étais président. Allez, tout de suite, si j'étais président, si vous étiez président, quelles seraient les mesures que vous allez prendre tout de suite? Dites-nous. Daouda Ndiaye laa tudd su ma nekkoon président ci mbay laay gën a investir dugg ci àll bi bëtt forage yi tasaare ndox mi suuf am na fi kon nag dañu war a bay mbay yaakaar naa moo war a mën a suqali réew su ma nekkoon président daal ci loolu laay investir bu baax ba Sénégalais yëpp yëg ne mbay moo mën a defar réew. Voilà, l'agriculture, il va axer sa gouvernance sur l'agriculture. Merci beaucoup. Souleymane Niang, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous lundi. Barkaba, merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci beaucoup, mon général, d'être venu ce soir sur le plateau de la télévision Futurs Médias. Merci, Chérif. J'étais honoré d'être accueilli à la télévision. Je ne suis pas un habitué des plateaux, mais là, je suis très heureux d'avoir été entouré par des personnes de qualité qui ont beaucoup de capacités à analyser et surtout à traduire en termes, en mots et en expressions. C'est nous qui sommes honorés. Merci beaucoup. Je rappelle que demain, tout le week-end, vous serez avec Barkaba et Cheikh Tidiane Diaw dans Soir de campagne. L'enfant de troupe, Souleymane Niang, vous allez le retrouver lundi, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à Diana Bassedouba à la coordination et toute l'équipe de Pierre Da Silva à la réalisation et le team digital également. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.